Bonjour à tous, nous sommes le 19 novembre 2025. Nous sommes dans un cours consacré à l'hébreu avancé. Alors, on n'a pas beaucoup avancé justement dans ce cours d'hébreu avancé, mais c'est normal, hein, c'est le début. Vous découvrez un peu l'hébreu biblique de l'époque de la Bible et donc il faut comparer à l'hébreu massorétique, avec une vocalisation médiévale. Euh, on a commencé à travailler donc sur un texte, JH 36, que je peux remettre à l'écran, là, voilà. Euh, on n'a pas beaucoup avancé parce qu'on a évidemment beaucoup discuté des questions d'orthographe, de vocalisation, de conjugaison, de syntaxe, etc., etc. Alors si je reprends quand même, et donc on a vu que c'était une lettre, hein, écrite une date environ 600 avant notre ère. Je vous ai parlé un peu de cette collection d'Ostraka. Euh, Oafra, donc ton bien-aimé, ton ami, Telem, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, l'expéditeur. Shalar envoie l'Ishlom Azrikam pour le bon état de Azrikam. Donc, s'enquiert du bon état ou de la santé, ou de, voilà, c'est les salutations, hein, c'est le salut d'Azrikam. On en était là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent? Non? Ça va pour vous? Très bien. Alors bah maintenant, on attaque la suite du texte. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous lire le mot qui suit? Oui, Alors, je vous écoute, François. oui. Weata, Weata. Très bien. Alors, comment vous l'analysez? j'analyse comme la formule habituelle d'annonce du contenu, sauf qu'ici, il n'y a pas de mère de lecture comme on l'a d'habitude. Alors, la formule Donc, et habituelle d'annonce du maintenant. contenu, mais ça, il faut le dire. Là, vous avez déjà fait un semestre, mais il y a des étudiants qui n'ont pas fait de semestre encore. Donc, D'accord. va falloir leur Donc, c'est expliquer. et, c'est et hata, maintenant. Alors, la conjonction de coordination ou v, We, donc ouais, et, suivi de, voilà. De haïn, oui, avec un patard, avec un patard, un tau avec un dagesh et un kametz. Dagesh et Kametz. Donc, Veata. Et alors, Normalement, la conjonction de normalement, il y coordination a une va, mère on de la connaît. lecture. Normalement, il y a Voilà. une mère de Normalement, il y a lecture une mère après de les lecture. Quand vous dites D'accord. normalement, c'est quoi la Oui, norme? pardon. Oui, dans les textes massorétiques, on va Dans les dire. textes bibliques massorétiques. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, vous connaissez cet adverbe, ata, dans la Bible, qui est effectivement bien attesté. Je vais vous le montrer. Hop, on met ça à l'écran. Ouais, il y a beaucoup de choses, hein. On va un petit peu fermer les fenêtres, là, on a trop de choses. Donc vous cherchez Atta dans votre concordance préférée et vous voyez que ça apparaît très vite, hein, dès Genèse chapitre 3 verset 22. Yomer Adonai Elohim, donc Yahvé Elohim dit alors, Hen voici, Ha-Adam l'être humain, Haya Ke Achad est devenu comme l'un mimenu de nous, Ledaat Tov Vera, pour connaître le bien et le mal. Ve'ata et maintenant. Pen Yishlar, de peur qu'il ne n'envoie littéralement Yado sa main, qu'il ne tende la main, Velakar et Pen Gam lui aussi, ou encore Me'etz Hachayim, de l'arbre de vie, Ve Achal et qu'il mange, Ve Chai et qu'il vive, Léolam, pour toujours. Donc, on se dit, voilà, il y a un problème. Adam, l'être humain, a mangé du fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, on ne peut plus le garder dans le jardin d'Éden, il va falloir le chasser, parce que sinon, il pourrait aussi manger de l'arbre de vie. Vous remarquez que dans ce passage, on semble distinguer l'arbre de la connaissance du bien et du mal de l'arbre de vie, alors vous savez qu'il y a des traditions, on a l'impression que c'est le même. Mais là, voilà, apparemment, il s'agit de deux arbres différents. Bon, enfin, c'est pas ça qui nous intéresse, on fait pas travail sur Genèse 3, mais ici, ce qui nous intéresse, donc, c'est le V ata. Et maintenant, vous voyez, et maintenant. Ata, maintenant. Alors, effectivement, en hébreu biblique, vous le verrez écrit avec une mère de lecture He,
Tout simplement parce que c'est vrai que en hébreu massorétique, on n'aime pas terminer par une voyelle. Un A en fin de mot, c'est pas terrible. On peut faire hein, les ra à toi, ça va encore. Mais sinon, la plupart du temps, quand même, terminer par un A en fin de mot, on n'aime pas trop, on aime bien mettre une barre de lecture. Ouais, si c'est l'hiver, il fait un peu froid, donc on va l'habiller, on lui met une barre de lecture, comme ça il a chaud. Et donc on lui met une barre de... Mais là, on est à une époque bien plus rude, bien plus dure. Voilà, pas de mère de lecture ici, on s'en fiche. Et donc, effectivement, vous l'avez sans mère de lecture. Dans notre texte, il est écrit sans mère de lecture. On peut s'en assurer en regardant la photo quand même, c'est jamais. Des fois que j'aurais mal transcrit. Donc, vous le voyez ici. Alors, c'est désolé, évidemment, si vous n'avez pas l'habitude, effectivement. Mais donc, là, vous avez. On a une très jolie écriture. Hein. Ce scribe-là, il a des traits assez longs, c'est très harmonieux. On voit que voilà, il s'applique. Et il fait des pleins et des déliés. Vous voyez, il a son petit pinceau comme ça, donc vous avez des traits. Vous voyez, par exemple, vous avez le tave qui est une croix, mais vous voyez que le trait en diagonale est très fin, alors que le trait dans l'autre sens est très épais. Hein, donc c'est parce il a une brosse. Hein, il écrit avec un pinceau, mais qui est un pinceau brosse. Vous voyez? Et donc, ce qui fait que quand il le tient comme ça, donc ça fait des petits traits très fins et au contraire des traits épais. Donc c'est assez joli. Et voilà, enfin bref. Donc là, il fait le Vav, ici, alors, qui est un petit peu, voilà, le sommet, on le voit pas très bien, qui a cette forme un peu de clé anglaise, hein, vous voyez, forme de, je sais pas si vous êtes bricoleur, mais qui a une forme de clé anglaise, qui descend beaucoup, il est pas obligé de descendre comme ça, mais bon. Ensuite, le Aïn, qui primitivement est un œil, hein. Aïn, ça veut dire l'œil, donc vous savez, c'est hérité des hiéroglyphes égyptiens, donc vous dessinez un œil avec la pupille dedans, là, il y a plus de pupille, hein, mais dans les textes, on a des textes du 9e siècle avant notre ère, 10e siècle avant notre ère, on met encore le petit point au milieu pour dire il y a un œil, c'est un aïn. Là, à cette époque-là, c'est fini, on s'embête plus, on fait un rond. Mais là encore, le rond est stylisé, vous voyez, puisqu'en fait, il va avoir, au lieu de faire le rond, est devenu, il y a une forme un peu triangulaire, avec une base triangulaire, le sommet un peu arrondi, et fait tac, 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 comme ça. Donc vous avez une forme un peu triangulaire, et qui est assez caractéristique du haïn, à ne pas confondre avec le dalet, d'ailleurs, qui est aussi un triangle, mais dans l'autre sens. Le haïn, il est penché comme ça, là, vous voyez, le trait est penché dans ce sens-là, là, ce trait ici. Je sais pas si vous voyez ma souris. Et je sais pas si les étudiants à distance, ils voient aussi quand je bouge ça se voit quand je bouge la souris? Oui, ça a l'air de se voir. Bon. Oui, oui, on voit bien, on voit bien. Donc, dans ce sens-là, alors que le dalet serait dans l'autre sens. Donc, en théorie, je cherche un dalet là, mais j'en vois pas là, comme ça, là. Bon. Mais si je prends, bon, bref. Bon. Donc voilà. Donc après, selon les scribes, c'est pas toujours évident. Mais là, voilà, ayin et puis le tav. Et puis là, il y a un point. Voilà. Alors il y a tout un tas de tâches. Hein. Je reconnais que c'est pas évident à déchiffrer parce qu'il y a des tâches évidemment. C'est pas en super état. Mais je crois pas que j'ai de meilleures photos. Parce que j'avais regardé un peu si j'avais mieux, mais non, j'avais pas mieux que ça à vous montrer comme. C'est la meilleure photo qu'on puisse avoir. Parce qu'il est quand même en piteux état. Hein, enfin bref, donc, on le voit ici. Et il n'y a pas de hé. Normalement, le hé, vous voyez, c'est ce qui est en dessous. Là, vous avez un hé ici, vous avez un autre. Le hé, c'est une grosse lettre. Hein. Dans un hé, ça se loupe pas. Hein. On passe pas à côté d'un hé. Donc là, on peut pas imaginer. Des fois, on se dit, ah, il reste un petit peu de place ici. Mais non, non, vous voyez la taille d'un hé. Même un petit hé ici. Non, ça, c'est un chet, pardon. Chut. Voilà. Non, mais bon, voilà. En plus, lui, il fait des jolis haies, donc non. Donc Veata. En plus, c'est une formule récurrente qui arrive fréquemment. Alors effectivement, dans les lettres, donc la structure des lettres, c'est très typique. On dit l'expéditeur, le destinataire, la formule de bénédiction ou de salutation. Là, il n'y a pas de bénédiction d'ailleurs, c'est vrai. D'ailleurs, franchement, il s'enquiert de la salutation, du bon état, mais on a parfois, je vous en montrerai d'autres si vous voulez, on a quand même, on prend le temps de faire je te bénis à Yahvé, etc. Parce que quand même, voilà. Et puis des fois, c'est en très ample, et toi, ta maison, ta famille, etc. Enfin bref. Bon, là, on voit qu'on n'a pas beaucoup le temps. Et une fois qu'on a fini ce préambule et qu'on attaque le corps du texte, Veata. Et maintenant? Donc, et maintenant, alors on passe aux choses sérieuses. Voyez. Donc ça, c'est caractéristique de la transition entre les formules de salutation et le corps du message. Viata. Et maintenant. D'accord?
Bon, c'est pas, à part ça, c'est pas très compliqué. Comme vous avez vu, ça existe déjà dans la Bible. Bon, là, évidemment, Veata, c'est pas un contexte de lettres, il faudrait trouver. Mais là, évidemment, sur les 423 occurrences de Veata, euh, peut-être si on met la conjonction va-vent, on réduit 267 occurrences. Non, mais dans tous les cas, ça va être un peu compliqué. Euh, bon. Enfin, dans tous les cas, on le voit bien maintenant, l'articulation dans les discours, vous voyez, même dans les. Quelqu'un, vous voyez, Genèse 50, mon père m'a fait prêter en serment en disant blablabla, blablabla, on fait un contexte. Et maintenant, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, il y a toujours cette idée, même dans ces cas-là, euh, il y a toujours l'idée d'une transition, de passer à autre chose. Après, on a quand même des lettres hein, dans le. Il faudrait que je retrouve des lettres. Est-ce qu'on pourrait trouver ça? Ah oui, mais dans Esdras, ça va être de l'araméen. Je ne veux pas vous embêter avec des trucs en araméen, c'est pas terrible. Bon, enfin bref, voilà, des Veata, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, il y a 267 occurrences de Veata dans la Bible grecque. Et maintenant. D'accord? Pas de questions? C'est bon? Ok. Alors, bah justement, venons-en maintenant au sujet, parce qu'on écrit une lettre. Si on écrit une lettre, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Il s'est passé quelque chose, ou on doit informer quelque chose. Alors, le mot suivant, si je retrouve ici mon texte, enfin, je peux mettre la photo et la transcription, eh bien, peut-être François peut continuer à lire le mot suivant, après tout, parce qu'il a lu qu'un seul Oui. mot. Alors il y a plusieurs possibilités, mais je choisis Matza Matza, au cal au ocal. Catal, mais ça pourrait être un participe ou un infinitif aussi, Ça pourrait être un participe ou un éventuellement. infinitif. Alors, je note. Donc, matza, ocatal. Donc, Je matza, ouais, ça veut dire quoi? je ça veut dire trouver. Ça veut dire trouver. D'accord? Mmh. Mais en fait, c'est une expression, ça forme un tout avec, le mot qui suit. Oui, j'ai éliminé l'impératif vu le contexte. Alors, effectivement, Heu, on aurait pu penser à un impératif. Donc, c'est parce que attendez, bon, on reconnaît la racine, hein, même tsadé aleph. Donc, ça, c'est mmh, pas très difficile. Verbe matsa, qui veut dire trouver. Donc, ça, il faut connaître, hein, parce que quand même, c'est un verbe assez courant dans la Bible. Alors, après, effectivement, sans les voyelles, ça peut être un cal, matsa, il a trouvé. Un impératif, motse, ah oui, un participe actif, motse, motse, ouais, trouvant. un Euh, infinitif, motso, un infinitif, matzo ou mezzo, si c'est infinitif absolu, motso, infinitif ouais, construit, ou un impératif mezzo. motso, Donc, vous avez ouais. tout ce que vous voulez. Il y a le verbe trouver, mais alors est-ce que c'est un accompli, un, un infinitif, un impératif, tout ce que vous voulez. Bon, Bon. un participe. Donc, Alors moi, en fait, ça je va être dans le propose contexte. C'est le contexte qui va nous un aider à savoir un parfait parce que c'est la comment suite, oui, trancher. tout à fait. C'est la suite qui va aider. Alors ensuite, est-ce que quelqu'un d'autre veut nous lire le mot qui suit? C'est reine? Alors, Martine dit c'est reine. Oui. Je pensais à reine. Trouver grâce, quelque chose comme ça. Trouver grâce. Alors, reine. Alors, effectivement, pourquoi pas, trouver grâce. Alors, reine, vous le vocalisez comment? Où est-ce que je l'ai vocalisé? Reine. Euh, Sous le ret, j'ai mis un serré. On met un serré sous le chet. Reine. Alors, effectivement, c'est un terme qui existe dans la Bible. Euh, la racine elle-même est une racine géminée. Chet, nun, nun. D'accord? Euh, Simplement, évidemment, là, on ne met pas de dagesh en fin de mot. Alors, par ailleurs, j'ai pas mis de nun final, mais évidemment, en hébreu massorétique, on met un nun final. Simplement, ici, à l'époque, on ne met pas il n'existe pas, les lettres finales n'existent pas. Alors, je regarde le texte, hein, le même est ici. Le tsadé, il est un peu, voilà, il est un peu effacé, mais on le voit quand même, hein, avec un petit trait et puis ensuite les deux comme ça. Le aleph avec le gros trait épais et puis les deux traits fins de chaque côté, donc matza. Et puis là, on a un chet qui est bien visible. Le chet, ça ressemble un peu à un he, mais il y a un trait à gauche. Vous voyez, contrairement au he qui est ici, si vous regardez en dessous, vous avez un he. Si vous comparez le he et le chet, dans tous les cas, le point commun, c'est qu'il y en a un trait à droite et trois petits traits en diagonale.
Donc ça, c'est sûr, les trois petits traits, c'est un peu le grillage là qu'on repère de loin. Mais là où le hé s'arrête là, il y a les trois traits et c'est tout. Le chet, il a un trait supplémentaire à gauche qui vient fermer. Comme ça. Donc les trois traits obliques sont pris entre deux traits. C'est pas la seule différence. Normalement, le hé, le trait supérieur, dépasse à droite. Il est protubérant. Alors que pas pour le chet. Mais je veux dire franchement, hein, il y a des scribes qui des fois font pas dépasser beaucoup à droite le hé, ou qui font dépasser un peu à droite le chet. Vous voyez ici, là, on a un chet et il dépasse un petit peu à droite, il devrait pas dépasser. Et puis par ailleurs sur le hé, le trait de gauche dépasse, et souvent il va dépasser plus que pour le chet, là il dépasse pas beaucoup. Et vous regardez ici en dessous, il va avoir tendance un petit peu à faire dépasser un petit peu en bas. Donc c'est des petites différences, mais quand on écrit vite, il se voit pas beaucoup. La vraie différence majeure, c'est quand même de dire est-ce qu'il y a un trait à gauche ou pas. Bon, donc là il y a un trait à gauche, c'est un beau chet, il n'y a pas de problème. Et puis le noun ici qui se fait de façon tout à fait naturelle, avec un trait, donc il y a vraiment une hampe et puis une tête qui peut être plus ou moins marquée. Soit on peut le faire un petit zigzag comme ça, ou bien on peut revenir en arrière vraiment si on veut faire. Voilà. Après, cette forme-là, c'est la forme du noun final que vous connaissez hein, finalement. Vous avez le noun final avec une petite tête au-dessus comme ça. Quand vous regardez les, sauf qu'évidemment vous avez l'habitude au lieu qu'il soit penché, qu'il soit bien droit. Mais sinon, c'est là une écriture penchée, mais sinon c'est le même. Donc en fait, quand je dis que les lettres finales n'existent pas à l'époque, je devrais dire le contraire, je devrais dire que les formes médiales n'existent pas encore à l'époque. Le noun que vous connaissez, qui est en fait courbé et anguleux, c'est en fait la forme médiale, c'est-à-dire un noun. Normalement, le noun se trace à la verticale et on s'arrête là. Mais en fait, si c'est pas la fin du mot, s'il y a une lettre qui vient derrière, par la force de l'habitude, vous savez, au lieu de descendre, de lever le stylo et d'aller chercher la lettre d'après, on va avoir tendance à aller chercher la lettre d'après. Donc on fait une courbe et on vient chercher la lettre d'après. Donc ça va aboutir même aux formes ligaturées, c'est-à-dire l'écriture cursive, comme on écrit en français, où en fait, au lieu de bien détacher les lettres, hop, on va aller chercher les lettres qui suivent, sauf si c'est la fin du mot. Donc en fait, les lettres, les formes médiales que vous connaissez, notamment le noun médial, en fait, c'est une forme qui n'existe pas encore à l'époque, qui va se développer quand on va avoir tendance à écrire vite. On dit au milieu d'un mot, mon noun n'est pas la dernière lettre, je vais avoir tendance, hop, à rabattre la hampe, au lieu de descendre, aller la chercher. Et ça va être pareil, vous verrez pour d'autres lettres, pour le P, pareil, etc. Donc voilà, à cette époque-là, on n'a pas encore cette idée-là. Et ça va arriver en fait du côté de l'araméen en fait. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, à un moment, enfin, je pense, à un moment donné, les Judéens abandonnent l'écriture hébraïque pour adopter l'écriture araméenne, hein, celle que vous connaissez, l'alphabet carré. En fait, il est araméen. C'est une variante qui se développe à l'époque achéménide, hein, à l'époque de l'Empire perse, où les scribes effectivement progressivement écrivent de plus en plus vite. Et à un moment donné, les Judéens disent ah mais tiens c'est une bonne idée parce que quand même ça permet d'écrire beaucoup plus vite. Euh, on lève moins souvent le calame, tout ça. Donc voilà, on a effectivement chen, et puis après on verra la ligne suivante, ce sera un autre mot. Donc on a le mot chen, alors qu'effectivement, là encore bien attesté dans la Bible, si vous cherchez le terme chen, vous l'avez régulièrement, et la première occurrence étant Genèse chapitre 6 verset 8, Ve Noach et Noé Matzah Ren trouva Ren, donc grâce, faveur, Be'einé Adonai, aux yeux du Seigneur. D'accord. Euh, le verset suivant, enfin l'occurrence suivante, Genèse 18:3, Vayomer, il dit Adonai, Seigneur, Imna, si donc Matsati, j'ai trouvé Ren, grâce ou faveur, Be'einecha, à tes yeux, Al-na, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Donc al, c'est ne pas, s'il te plaît. Ta'avor, donc traverser, passer. Hein. Ne passe donc pas, mais al avdecha, euh, euh, hors de mine, ça c'est mine, al sur avdecha, ton serviteur. Donc ne passe pas, mais al avdecha à côté, hein, genre je te passe par-dessus. Hein, c'est hop là, quand on dit on va sauter une étape. Donc ne saute pas l'étape de t'arrêter pour parler à ton serviteur. Bon, voilà. Donc, on pourrait continuer, mais vous verrez effectivement que le terme chen est courant. Alors, comme je disais, chen, en fait, la racine est une racine géminée, chet nun nun,
Comme toutes les racines géminées, si la gémination est en fin de mot, elle disparaît, elle tombe. Vous n'avez pas de dagesh. Mais il faut bien penser que normalement, il y a un dagesh dans le mot. Vous ne le voyez pas, il est en fin de mot. Mais si vous dites ma grâce, par exemple, ou ta grâce, à ce moment-là, vous allez retrouver le dagesh. Là, on dirait quelque chose comme rimni, ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, alors, je ne sais pas si on va dire, est-ce que grâce est, qu'on trouve grâce suivi d'un suffixe pronominal. Je suis pas sûr que ça se trouve. Mais ben voilà, si on a une fois Rinno, sa grâce. Voyez. Et là, vous avez le dagesh dans le nun. La grâce de lui, Chen, c'est Rinno. Ah, donc ça, évidemment, vous pouvez pas le deviner. C'est le vocabulaire. Quand vous apprenez le mot Chen, il faut savoir la racine, que c'est une racine géminée. Sinon, vous pouvez pas savoir. Euh, donc voilà, ce que je dis, si on disait ma grâce, on dirait Rinni. Et là, troisième masculin singulier, Rino, sa grâce à lui. Donc vous retrouvez le dagesh. Donc ça, il y a des mots comme ça en hébreu. Qu'est-ce que vous pouvez connaître? Shen, la dent. Hein, dent, shen, c'est la même racine. Et donc vous direz shinni si vous dites ma dent. Je sais pas si ça existe dans la Bible, on parle de. Voilà. Et les dents, alors pinnaïm. Mais alors je ne sais pas si on va trouver. Euh, mais c'est aussi une racine géminée. Euh, et ben voilà, ici c'est très bien, on a ses dents à elle, hein, Shinna, euh, Shinnaïn, là c'est mais là attendez, ça c'est de l'araméen, c'est embêtant. Ah non, pardon, excusez-moi, parce que là je suis du côté de l'araméen, donc ça va pas vous plaire. Voilà, l'hébreu c'est mieux quand même. Shin Naïm, là c'est du duel, hein, vous connaissez le duel, c'est le multiple par deux. Alors, il n'a pas que deux dents, mais c'est des rangées de dents, il a deux rangées de dents. Donc tout ce qui fonctionne par paire dans le corps, vous voyez, les bras, on a deux bras, deux yeux, deux oreilles, tout ce qui fonctionne par paire. Et donc les rangées de dents, c'est une paire de en haut et en dessous. Donc tout ça, on utilise le duel. Donc au lieu de dire Shinnim, on va dire Shinnaïm. Mais voilà, Ashino, sa dent. Voilà, très bien. Tarachino. Non, ça c'est marrant parce que c'est ça. Ce que je veux dire, c'est dent pour dent. Vous savez, c'est le œil pour œil, dent pour dent. Et voilà, s'il fait tomber une dent à son esclave ou à sa dent, il le renverra libre pour sa dent. Voilà, donc le pauvre, il a perdu une dent. Bon, voilà. Donc Shinno, la même chose. Vous avez donc Rino, Shinno. Donc tout ça, c'est caractéristique des racines géminées. Vous avez la deuxième et la troisième radicale qui sont identiques, ou bien une deuxième radicale qui compte double. Vous voyez ça comme vous voulez. D'accord? Euh, Ça veut dire aussi que si vous le mettez au féminin, ren, vous allez avoir la forme Rinna ou Hanna. Et Hanna, c'est le prénom Anne. Je ne sais pas si vous connaissez les gens qui s'appellent Anne, par exemple. Voilà. Bon, bah, Anne, ça vient de là. Hanna. Donc c'est aussi la grâce. Et ou bien l'autre possibilité pour les racines géminées, c'est de dédoubler la deuxième radicale qui est doublée. Donc mettre ret nun nun. Donc vous allez avoir des prénoms comme Hanan. Je ne sais pas si vous connaissez les gens qui s'appellent Hanan. C'est un prénom qui existe encore aujourd'hui. Moi, je connais des gens qui s'appellent Hanan. Je les salue d'ailleurs en passant. Voilà. Et donc Hanan, c'est pareil. Donc vous pouvez ensuite avoir d'ailleurs des prénoms Hananiahu, Hananiel, etc. dans la Bible. Personne s'appelle. Je regarde. Bah si, regardez là, Hananiel, Hanania aussi, il me semblait bien. Donc, vous voyez, dans Jérémie 31-38, vous avez un certain Hananel. Donc, ça veut dire elle fait grâce. Le verbe Hanan, c'est faire grâce. Hein, donc, elle fait grâce. Et puis, avec Yahou aussi, j'imagine. Regardez, on a tout ce qu'il faut ici. Hananiahu. On va choisir, on va le prendre lui. Par exemple, Jérémie 36-12. Et on a Tzidkiyahu, donc un certain Sédécias, qui est fils de Hananiahu. Donc c'est pareil, c'est Yahou a fait grâce. Voilà pour la racine Hanan. C'est bon pour vous? Bon, très bien. Donc là, on a le substantif ren, la grâce, qui suit le verbe matzah, trouver, trouver grâce. Alors d'ailleurs, on a vu, hein, quand on a regardé les occurrences du mot ren, si je reviens à ma concordance, pour le mot ren, je vous disais, c'était Noé, je crois, je sais plus qu'est-ce qu'on avait vu le premier, voilà, voilà, Venoach, ren, Beinei Adonai. Donc, or Noé avait trouvé grâce aux yeux euh, de Yahvé. Voilà. Donc, Matzah-ren, ça c'est une expression courante, trouver grâce aux yeux de quelqu'un. Voilà. Donc, d'ailleurs, qui a été traduite en français tel quel, trouver grâce aux yeux de quelqu'un, et qu'on utilise
nous encore en français. Donc ça ne devrait pas vous paraître particulièrement étrange. Normalement, si vous avez un peu de culture littéraire, ça ne devrait pas vous trouver, ça devrait pas vous perturber outre mesure. Donc en fait, on a la même chose ici. Matzachen, trouver grâce. Et on a vu dans les occurrences que, en général, vous voyez, c'est l'accompli. Hein. Matzachen ici, Matzatichen, j'ai trouvé grâce. Donc, de mettre l'accompli, c'était la question de François tout à l'heure à propos de Matzah en disant est-ce qu'on le vocalise ici comme un accompli ou un participe motse ou un infinitif mezzo bon, bref. Donc, le plus simple, c'est de traduire ou de vocaliser, de comprendre un accompli. Il a trouvé grâce, reine, et ensuite, bah, il faut lire la suite, très bien. Donc maintenant qu'on a reine, si on retourne voir notre texte, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, Matzah reine. Et ensuite, on arrive au début de la ligne 4. Est-ce que quelqu'un veut lire, ou peut-être, puisque Martine avait lu reine un seul mot, elle a peut-être envie de lire le mot suivant? Non? Je l'entends pas. Et le son saute un peu Ah, le de son temps saute en un temps. peu. Ah, je suis désolé. Mm. Les aléas du direct. Ok, donc je posais la question de savoir si Martine voulait lire le mot qui suit au début de la ligne 4. Oui, moi je veux bien. J'ai mis B Anera. Be'anecha. Alors, hop, on va écrire ça tout de suite. Alors, dites-moi comment vous le vocalisez. Alors, le bête, j'ai mis un dagesh et Dagesh, un ségol dessus. Pas un un ségol, ségol. un serré. Non, un Un tséré. serré. D'accord. Un bâtard sous le haïn. Un patar soulaïn, Le noun, comment? Ah, flûte, c'est pas un serré, c'est pas un ségol. C'est l'autre qui me manque. Bon, je sais plus. Un cheval, un pardon. cheval, Un cheval. Et ra, kaf, avec un kametz. avec un kametz. Be'ancha. Voilà, voilà. À D'accord. tes yeux, quelque chose À comme tes ça. yeux. Voilà. Donc, à tes yeux. Alors, comment vous le décomposez, du coup, pour traduire à tes yeux? Alors, c'est B, enfin, l'œil, c'est Aïn. L'œil, c'est Voilà, Aïn. voilà, oui. D'accord? Donc, on a l'œil, Aïn, précédé par la proposition B, bête, dans, ou à, ouais, c'est ça. Et Ra, œil, à toi. et ra, toi. Tiens, Donc, voilà, dans l'œil de toi, littéralement, c'est ça, hein? oui. Voilà. Donc, trouver grâce à tes yeux. Ce qui est l'expression qu'on a vue, ça tombe bien, puisque on l'a vu, je sais plus, là, justement, quand on regardait Ren Béné Adonai. Donc voilà, la grâce aux yeux ou faveur aux yeux de Yahvé. Bon. Euh, bon, très bien, très bien. Alors, est-ce que cette vocalisation vous convient? Est-ce que c'était ce que vous aviez trouvé également? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Moi, je propose une autre, mais Alors, on François peut laisser propose les. une autre vocalisation. Vous avez des choses à Oui, dire en classe, non? Les étudiants tu dis oui. Alors, la question du hé final. Oui. Alors, effectivement, on va mettre le hé final parce qu'il est dans le texte. Je vais vérifier la photo. Bah, où est-ce qu'elle est partie, ma photo? Elle est là. Ici. Ah bah oui, on le voit en gros, le hé, voilà. Donc, vous avez ici un peu... Mais il faut qu'il arrête de bouger. Vous avez ici la proposition, enfin, la lettre bête. Ensuite, vous avez le aïn qui est un petit peu écrasé ici, hein, comme on retrouve au-dessus. Vous avez le noun ici. Ensuite, vous avez le kaf. Donc là, on le voit bien, un gros kaf. Et puis un hé qui est énorme. Et puis un point après. Bon. Donc là, il n'y a pas de doute sur la lecture. Effectivement, on a bien le hé qui va servir de mère de lecture pour le son A. On avait discuté de la particularité de ce texte-là, où on a déjà, alors qu'on ne pensait pas que ça existait à l'époque, on a déjà des mères de lecture hé pour notamment le pronom suffixe deuxième masculin singulier. Ok, alors d'autres remarques sur la vocalisation? Non? Alors peut-être oui, François avait des remarques, oui. oui.
En fait, la vocalisation, elle est présentée dans l'exemple que vous avez montré, Genèse 18.3. Alors, Genèse Euh, 18.3, on nous dit de regarder du côté de Genèse donc, c'est 18.3. be. Voilà, ici. Donc, on a la vocalisation, puisqu'on a effectivement Imna. Si donc, Matsati, j'ai trouvé reine de la grâce, de la faveur, Be'einefa, à tes À tes yeux. yeux. À tes yeux. À la Donc, vous êtes allé différence regarder que là. oui, la différence, c'est qu'on n'a pas les yods mère de lecture et on a un he mère de lecture. Alors, effectivement, il manque le iode mère de lecture. C'est-à-dire qu'ici, on Les deux, a. les deux, les euh, deux, ah oui, les les deux deux. iodes mère de lecture. Vous voyez, il y a deux iodes mère de lecture qui ne sont pas là. Mais à contrario, on a le He mère de lecture. Donc, il y a deux en moins, une en plus. Bon, voilà. Alors, ça veut dire qu'effectivement, au niveau de la vocalisation, si on s'en inspire, d'abord, la préposition bête va être vocalisée avec un schwa, ce qui ne devrait pas vous surprendre puisque c'est la vocalisation normale de la préposition bête. Préposition bête, par défaut, vous mettez un schwa. Si on ne peut pas mettre un cheval, on réfléchira, mais en principe, on met un cheval. Il y a des cas où on ne peut pas mettre un cheval parce qu'il y a un deuxième cheval derrière, et donc on se dit, ah, deux chevaux qui se suivent, le premier remonte en voyelle pleine. Il va falloir remonter. Mais là, c'est pour l'instant, on tente. Ensuite, effectivement, il y a le mot aïn. Alors, ce qui est très intéressant, parce que dans aïn, le iode qui est au milieu n'est pas censé être une mère de lecture, c'est censé être une consonne. Il fait partie de la racine. Aïn. Vous avez une racine triconsonantique, hein, trois lettres, aïn, yod, nun. Donc, aïn. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mettez le terme aïn et que vous le mettez à l'état construit, la diphtongue aï va être contractée en e. D'accord? La contraction d'une diphtongue en aï en e, ça, c'est un phénomène que vous connaissez parce qu'on l'a aussi en français. Hein. Vous ne dites pas la praillerie. Enfin, je ne sais pas d'où est-ce que vous venez. Peut-être que dans votre région, on dit praillerie, mais normalement, non. Voilà, on dit la prairie. N'est-ce pas? Et donc, effectivement, AI devient est en français, sauf si vous mettez des trémas sur le i. Hein. Vous savez, on dit attention, on met des trémas pour dire attention, il ne faut pas contracter la diphtongue. Mais sinon, en français aussi, un A et un I, donc la diphtongue Ah, pas mon se grand. contracte en est. Oui. Eh ben, Voilà. Donc, normalement, on a ein, mais qui va donner ein, hein, et va même donner n. Donc, l'œil de, les yeux de, etc. Et donc, quand vous allez contracter cette diphtongue I en E, va falloir savoir quelle voyelle on va mettre, quel E on va mettre. Est-ce que c'est un serré ou un ségol? Alors, il faut savoir que quand on contracte une diphtongue I en E, le E en question devient un serré. D'accord? Il faut vous en souvenir. On pourrait se poser la question, puisque entre le A et le I, hein, si vous vous souvenez du schéma que je vous avais fait là, avec les petites. Si je vous refais le schéma des voyelles, vous avez le I ici, vous avez le A en bas, n'est-ce pas? Et entre les deux, vous allez avoir un E fermé et un E ouvert. Hein, comme on mettrait en français un accent aigu, un accent grave. I, E, A. Or là, typiquement, on vient faire donc une diphtongue entre le A et le I, aïe. Donc on va être quelque part entre les deux. Donc tout est possible. Le aïe, ei, ei, i, voilà, tout est possible. Il faut savoir que dans la vocalisation massorétique, ce sera un serré. Et vous pouvez vérifier ici, vous voyez, vous avez un serré ici. Voilà. Donc, on va mettre un serré. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la contraction de la diphtongue, on peut se poser la question de dire, mais finalement, les massorètes disent que la diphtongue a été contractée, mais qu'est-ce qui nous dit que 600 ans avant notre ère, on ne disait pas aïn et qu'on avait déjà contracté la diphtongue? Qu'est-ce qui nous dit finalement on ne disait pas aïn? Est-ce que vous avez une idée? Si vous regardez la photo, regardez l'orthographe, bet, aïn, nun, kaf, he. Ça veut dire qu'il n'y a pas de iode ici. Donc, qui dit qu'il n'y a pas de iode, il n'y a pas de consonne. Là, pour le coup, il n'y a pas d'ambiguïté. Il est évident qu'entre le aïn et le nun, entre ces deux lettres-là, il ne peut y avoir qu'une voyelle. Si on prononçait le iode, on aurait pu se poser la question. C'est-à-dire, s'il y avait eu le iode, si la lettre iode avait été écrite, on aurait pu se dire, est-ce qu'on prononçait aïn
ou ein, ou en. On aurait pu imaginer de la laisser comme mère de lecture, hein, on ne sait jamais. Mais comme on l'enlève complètement, là, on a la preuve que, de fait, la diphtongue s'était déjà contractée à l'époque. C'est intéressant alors, il y a des mots courants comme ça, et on peut le constater. Je vous donne un autre exemple de mot qu'on a en hébreu ancien, que vous connaissez, c'est le mot maison, bait. Bait, c'est la maison. Et de la même manière, en hébreu, à l'état construit, la maison de, on va pas dire bait, je sais pas, ma maison à moi, bait Michael, on va dire bet Michael. La question, c'est est-ce que ce phénomène de contraction de la diphtongue, est-ce qu'il existait déjà à l'époque? Est-ce qu'on disait bait Michael ou beit Michael ou bet Michael? Eh ben, en fait, on a le cas puisque, alors, moi, j'ai pas de maison il y a 3000 ans, mais David, lui, le roi David, bien sûr, avait une maison royale, une dynastie. Et donc, il y a la dynastie de David, Bet David. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on trouve l'orthographe comme ceci, avec le iode? S'il y a le iode qui est écrit, on peut se poser la question, comment c'était prononcé? Bait, David, Beit, Bet, pourquoi pas Bet tout en laissant le iode comme mère de lecture, possible. Sauf qu'on trouve aussi cette orthographe. Bet David. Et là, pour le coup, on sait très bien que il y a pas là, le iode, il a complètement disparu, on ne l'écrit même plus. Alors, euh, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Bet David, pas de problème. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux inscriptions contemporaines qui datent toutes les deux de presque 800 avant notre ère, un petit peu avant, 805, 810, 820, vous voyez, ils sont difficiles à dater, qui sont la stèle de Tel Dan et la stèle de Mécha, qui mentionnent, qui ont cette expression. Et l'orthographe n'est pas la même. Donc, si vous regardez la stèle de Tel Dan, je vais vous la montrer un instant, petite parenthèse. Alors, attendez, comment je vais mettre ça? Tel Dan. Alors, je vais vous montrer ça à l'écran vite fait. Euh, Là, vous l'avez ici. On va essayer un peu de zoomer. Bah, je suis bête, j'ai écrit un article, donc je pourrais. J'ai publié un article dans Israel Exploration Journal cette année, donc on a fait des nouvelles photos, on a même fait du RTI, tout ça, bref. Et là, vous voyez, bon là, je zoome un peu, mais on voit pas très bien. Bon, voilà, vous avez la lettre bet, le yod, le tav, le dalet, le vav et le dalet. Donc, là, vous avez cette orthographe-là. Donc, comme je disais là, ici, vous avez la première orthographe avec le iode. Donc, ça, c'est la stèle de Tel Dan. Donc, dans la stèle de Tel Dan, on peut se poser la question, est-ce que c'était prononcé Bait David, Beit David, etc., etc. Bon, peut-être Bet David, mais avec une mère de lecture, ce qui est quand même peu probable. En revanche, si vous allez voir la stèle de Mécha, et là, donc, pareil, alors, si je mets... alors, comment je vais écrire ça? Bet David, Mécha. On va peut-être trouver. Ah bah ça c'est moi, c'est ma photo. Ça c'est la photo que j'ai faite, la reconstitution de la photo que j'ai faite bon, ils sont gentils, ils me donnent pas de mettre un petit copyright quand même. Donc ça c'est moi, ça c'est les photos que j'ai faites, les reconstructions que j'ai faites. Bon, on va cliquer là, hein, c'est pas grave, pour aller voir comment on fait pour avoir ça comme ça. Ah bah oui, c'est une interview que j'ai donnée pour un truc. Voilà. Alors donc vous avez la stèle de Mécha en grand, ils ont une très belle photo, et dans ce coin-là en bas, dans un coin qui est vraiment cassé, on avait du mal à déchiffrer le texte. Et donc ce que j'ai fait, c'est de faire une recomposition avec d'une part de l'imagerie numérique, RTI, je vous passe les détails, et pour le trou au milieu, figurez-vous qu'on avait fait un estampage de la stèle de Mécha. Vous savez ce que c'est un estampage? C'est qu'on prenait une petite feuille une sorte de papier mâché un peu de plâtre. Vous avez déjà fait du plâtre quand on est gosse, tout ça, on fait des trucs, voilà, c'est mouillé, puis on attend, ça sèche, ça durcit. Bon. Donc une sorte de petite bandelette, de petite feuille un peu plâtreuse comme ça, qui est donc molle, qu'on applique sur la surface qui nous intéresse. En général, on le fait quand on a des bas-reliefs ou des inscriptions. On attend que ça durcisse et hop, on enlève la feuille. Ça fait une sorte de moule. Vous voyez? Et donc, on appelle ça un estampage. Et donc, l'estampage avait été fait à l'époque et l'estampage, on l'a à Paris, on en a deux, on en a un à la Bibliothèque nationale et un
à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, au corpus des inscriptions sémitiques, bref. Et donc j'ai aussi numérisé ça, ça n'avait pas été fait. Donc on a numérisé aussi en 3D. Et donc l'estampage, là où la stèle elle-même, elle est cassée, hein, elle est au Louvre, la stèle, on a pu compléter comme ça. Et avec les traces qui restent, euh, j'ai pu reconstituer le texte et on lit Beth David également. J'ai une petite hésitation sur la deuxième lettre en disant ça pourrait éventuellement être un Noun. Donc ça pourrait être, si c'est un Noun, ça fait Ben David. Bon, le fils de David. Dans tous les cas, il s'agit du roi en place vers 800 avant notre ère, qui est donc effectivement de fait un descendant du roi David. Mais c'est plutôt un Tav à mon avis vu l'angle des traits. Bon, enfin c'est pas grave. Tout ça pour dire que là, pour le coup, sur la stèle de Mécha, donc, pardon, de Mécha, vous avez l'orthographe sans le iode. Là, et là, on peut se poser là, d'abord, bon, alors ça pourrait être Bat David, la fille de David, mais là, ce serait assez révolutionnaire. C'est bien les époques où on fait les études de genre, de dire, là, il y a une reine, fille de David, etc. Bon, bah, ça, c'est malheureusement peu probable, hein. Mais donc voilà, donc c'est plus évidemment surtout le parallèle de la stèle de Teldan, et puis le fait que dans l'Antiquité, à cette époque-là, on désigne les dynasties avec l'expression la maison de. Vous l'avez dans la Bible, hein, on va parler de la maison de un tel, la maison de un tel. On a des inscriptions pareilles en acadien, on a la maison de Bitrumri en acadien, donc la maison d'Omri, c'est-à-dire la dynastie en place à Samarie. Donc tout ça, voilà, c'est bien connu à l'époque, on a l'habitude. Et donc sur la stèle de Mécha, là pour le coup, il n'y a pas d'iode, donc c'est très clair qu'il y a eu réduction de la diphtongue. Donc à la même époque, vous avez les deux orthographes. Soit on en conclut que tout le monde prononçait Beth David, la maison de David, et que, y compris dans la stèle de Teldan, qui est en araméen, qui a peut-être été faite par le roi de Damas, et que là on aurait gardé le iode comme aire de lecture, ou bien de dire à la même époque, eh ben les gens ne prononcent pas de la même manière. Et il y a des gens qui ne prononcent plus et d'autres qui prononcent. Tout comme aujourd'hui, il y a parfois des réductions de diphtongues et des prononciations. Des articulations, des sons qui disparaissent dans certains dialectes français, d'autres, y compris en fin de mot. Moi, par exemple, mon père est suisse, donc je suis suisse par mon père. Et donc, en Suisse, quand vous avez les finales et e en français, on continue à faire la palatalisation, la mouillure. On dit de la purée, et parce que et e. En français, on dit de la purée. Alors, on dit de la purée et on s'arrête là. Mais il y a un e à la fin. C'est pas purée et accent aigu, c'est purée et e. Et donc, nous, en France, on dit de la purée. En Suisse, on dit de la purée. Et donc, les Suisses continuent à prononcer cette finale, et ce qu'on appelle cette mouillure, ce phénomène de mouillure, alors que en France, on ne le prononce plus. Donc, vous pouvez tout à fait imaginer que à la même époque, là, on est vraiment à quelques années d'intervalle, hein, les deux stèles, elles ont été une plutôt du côté de Damas, l'autre du côté de Moab, donc de la Jordanie actuelle. On est à quelques centaines de kilomètres. Les gens prononcent différemment, vous voyez, des dialectes. Donc voilà, bah, après, voilà, je vous dis, moi j'en sais pas plus, hein, après faut aller. Bon, enfin voilà, c'est pas un cas isolé, je vous en parle parce que c'est pas un cas isolé et c'est même pour d'autres finales, par exemple, typiquement les finales Yahoo, les prénoms, vous savez on disait Netanyahou, Hananiahou, etc., toutes les finales Eliyahu. Euh, Dans certains cas, on a la finale Yod He Vav, mais on a aussi dans d'autres corpus la finale Yod Vav. Et donc on se dit le He est tombé. Yahoo, le He, moi je force la prononciation, mais si vous le prononcez vite, ça fait Yahoo. Et Yahoo, et il n'y a plus besoin de le noter, le He, on le prononce plus, on le note plus. Et donc, entre Israël et Juda, c'est très intéressant de voir aussi des différences de dialectologie entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, hein, après le schisme, hein, après Salomon, deux royaumes avec peut-être des prononciations différentes entre le Nord et le Sud sur la prononciation du He, par exemple. Donc ça, on le voit dans entre le Nord et le Sud. Et d'ailleurs, est-ce qu'on en avait parlé? Même dans le texte massorétique, on hérite un peu de ces doubles prononciations, puisque, avec la question de la contraction des diphtongues, puisque quand vous avez une finale, par exemple à Lave, je vais vous donner encore un autre exemple là, euh, vous avez la proposition al et vous dites sur lui, je ne sais pas si vous avez appris vos prépositions, je vous remontre, sinon je peux vous remontrer vite fait le paradigme des suffixes pronominaux. Non, ça c'est les verbes, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qu'il nous faut, c'est non, c'est celui-là, tac tac. Et oui, c'est ça. Bah alors voilà. Regardez ici la préposition al.
Et donc, sur moi, alay, alecha, alaïr, alav. Vous voyez ici, là, quand on dit alav, sur lui. Euh, Quand vous lisez votre Bible massorétique, il est orthographié comme ça. Ce qui n'est pas spécifique à la préposition, parce que si c'est la même chose si vous parlez des chevaux, là, par exemple, ses chevaux à lui, hein, Soussaï, mes chevaux, Soussecha, Soussaïr, Soussav, vous avez cette finale Kametz Yod Vav, vous voyez? Donc, vous avez cette finale, je vais prendre Sous d'ailleurs, parce que plutôt que vous embêter avec la préposition al. Donc, Sous, cheval, et vous dites mes chevaux, ses chevaux, ça s'écrit comme ça en hébreu massorétique, Soussav. Et donc, on se dit, mais attendez, on en fait quoi de ce yod alors? Parce que soit c'est une consonne, et ça fait sous-saïv. Sauf que si c'était une consonne, les règles massorétiques disent qu'il faut, on peut pas le laisser tout seul, hein, il faut lui mettre une voyelle, donc il faut lui mettre à ce moment-là, on va lui mettre un schwa. Donc s'il y avait ça, sous-saïv, là, ce serait clair, le yod est une consonne, on le prononce, et ça se prononce comme ça, sous-saïv. Mais là, les massorettes, ils mettent rien. Donc quand on ne met rien, ça veut dire que c'est une mère de lecture. Donc vous avez un iode qui est mère de lecture d'un kametz. Non, ça marche pas. Un iode ne peut pas être mère de lecture d'un kametz. D'un E ou d'un I, mais pas d'un A. Donc là, on a un vrai problème. Les massorettes, ils ont vocalisé n'importe quoi. Alors bien sûr que non, les massorettes savent très bien ce qu'ils font. Mais en fait, c'est le même problème que celui qu'on observe là, c'est de savoir comment réduire, on a des phénomènes de diphtongue, et donc de lettres qui ne sont plus prononcées. Et donc, si elles sont plus prononcées, est-ce qu'on les note ou pas? En fait, la finale longue, c'était Aihu. Normalement, je peux l'écrire en. Normalement, ça devrait être une finale Aihu. C'est ça la forme primitive, normalement. Vous devrez voir Aihu. Hu, c'est le pronom personnel masculin singulier. Hu, lui. Hein, Ani ou Anochi, Ata, At. Hu, c'est lui. Donc en hébreu, hu, ça on est habitué. Là, il manque le aleph à la fin, mais sinon, hu, c'est lui. Et la finale, et là, et le aï, c'était le masculin pluriel. Parce que là, c'est mes chevaux, hein, les chevaux de moi, les chevaux de lui. Si on dit son cheval, c'est Sousso. Donc les chevaux, vous savez, on met souvent tséréiode, hein, les chevaux de Soussé. Et donc en fait, la forme primitive du pluriel construit, c'est aïe. Et donc vous avez une diphtongue aïe d'un côté, vous avez un pronom suffixe hu de l'autre, ça vous fait aïhu. Et donc le problème, c'est de savoir, c'est un peu compliqué ce aïhu. Il y a plein de choses qui sont susceptibles de tomber. Le yod, finalement, le aïe, on pourrait le mettre en e. Le he, au contraire, on dit est-ce que je le prononce sous ça ou est-ce qu'on va continuer à le noter? Et donc, partant de là, j'ai plusieurs possibilités. De mon aïhu primitif, j'ai plusieurs possibilités. Ma première possibilité, ça va être de contracter la diphtongue. Donc, ça va vous faire sous C, ou, pas de problème. Et d'ailleurs, c'est attesté. Je l'ai mis entre parenthèses. Vous pouvez avoir sous C, ou, ici, vous voyez là. On dit oui, oui, vous pouvez trouver dans la Bible un masculin pluriel construit, les quelque chose de lui, alors peut-être pas avec Sous, hein, moi j'ai pris Sous parce que c'est un modèle, mais non, où vous allez avoir Ehou. Donc effectivement, la première possibilité, c'est de dire je contracte la diphtongue, et ça me donne Ehou, et auquel cas, j'ai même une deuxième possibilité, qui est de dire le He, ensuite je le fais tomber. Et ça vous me fait Ehou. Et le EU, alors évidemment, le Vav, on va le prononcer, le Vav, on le prononce plus we, on le prononce ve, mais ça vous fait Eve, sous sève. Et la deuxième possibilité, c'est de dire, pas du tout, attendez, je vais pousser ça un petit peu, là, hop, je réorganise un petit peu mon petit tableau, voilà. La deuxième possibilité, ça va être de dire, je repars de Aihu, là, de ma forme primitive, et je vais dire, non, 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 pas du tout. Je commence par faire tomber euh, le He. Donc, ça va me faire Aeu sous Saeu. Et si j'ai fait ça,
En général, je me retrouve avec mon iode entre deux voyelles. Ça, c'est le théorème du sandwich. Vous avez une semi-consonne, donc Y ou W, un iode ou un vav entre deux voyelles, il va avoir tendance à tomber. Et donc, ça va me donner AU, quelque chose comme ça. Et euh, donc, il va s'écrire AU avec un vav. Donc, si vous avez cette forme-là, comme je vous disais, sous sève, vous allez la voir, hein, écrit sous sève. Ça, vous allez la voir, sous sève, ça existe dans la Bible, sous sève. Avec ou sans mère de lecture iode. On préfère la garder parce que ça nous rappelle que c'est du pluriel. Si vous n'avez pas le iode et que vous n'avez pas la vocalisation, ça peut être vocalisé sous so ou sous sève. Donc moi, quand je travaille sur des inscriptions anciennes, si j'ai un iode, je suis content parce qu'on me dit ah c'est du pluriel. Mais bon, après c'est pas moi qui décide. D'accord? Et cette forme-là, vous allez la voir aussi, donc sous save, écrit comme ça. Sous sève et sous save. C'est les deux prononciations possibles, deux évolutions possibles d'une même origine, hein. Vous avez donc sous saihu et de sous saihu. Alors je peux le mettre ici à côté, par exemple, le mettre avec astérisque. Alors je peux voilà. Sous euh, sous sai, on va écrire comme ça, sous saihu. Ce serait une forme sous saihu qui n'est pas attestée, hein. J'ai mis astérisque parce que c'est pas attesté. Donc de cette forme sous saihu, vous pouvez imaginer deux dialectes, hein, c'est comme la France et la Suisse, où d'un côté, on va dire, bah, nous, on dit plus sous Saihu, on va dire sous Sève, et nous, on va dire sous Save. Et les deux existent. Alors maintenant, les massorètes, eux, ils héritent d'un texte qui est écrit comme ça, hein. Samer, Vav, Samer, Yod, Vav. Donc normalement, les massorètes, ils devraient vocaliser sous Sève. Mais eux, ils n'ont pas appris à vocaliser comme ça. Eux, ils disent pas sous Sève. Ils disent, nous, on n'est pas en Suisse, hein. Nous, on est en France, nous, on dit sous Save. Et donc, on leur dit, bah oui, mais vous avez quand même sous les yeux le texte massorétique écrit sa mère, vav, sa mère, yod, vav. Donc, vous ne pouvez pas prononcer sous ça, vous ne pouvez pas vocaliser sous ça. Et ils disent chiche. Regardez, hop, watch me. Et donc, c'est ce qu'ils font. Donc, vous vous retrouvez ici avec une vocalisation sous save. Alors, ils ne touchent pas au texte consonantique, hein. Les massorettes, ils n'ont pas le droit. La règle du jeu, c'est le texte consonantique, il est comme ça. Nous, voilà, on habille, on met des points au-dessus, en dessous, on s'amuse, hein, autour du texte. On ne touche pas le texte. Mais il n'empêche que ce qu'ils ont vocalisé, c'est sous save, c'est-à-dire une tradition de prononciation qui n'est pas la même que celle du texte consonantique. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les scribes qui ont recopié le texte, le squelette consonantique dont ont hérité les massorètes, eux, ils prononçaient sous sève. Et que les massorètes, eux, ils venaient d'une autre tradition de prononciation où on prononçait sous save. Et ils ont noté ce qu'eux, ils prononcent. Parce que les massorètes, ils disent, nous, on écrit ce qu'on prononce. Un point, c'est tout. Il y a d'autres cas, hein, où vraiment ça leur pose des gros problèmes, où ce qu'ils prononcent n'a rien à voir avec le texte. Donc là, des fois, ils font des petites notes dans la marge. Là, vous avez droit parfois à une petite note dans la marge qui vous dit, oui, alors en fait, c'est ce qu'on appelle les kérékétives. Je ne sais pas si on vous en a parlé ou pas. C'est de l'araméen, hein, kéré, ça veut dire ce qui est lu. Le verbe kara est attesté en hébreu aussi. Et kétiv, c'est le verbe katav en hébreu aussi, et est écrit. En disant, voilà, il est écrit ça, mais nous, en fait, on lit autre chose. Donc, quand c'est des cas un peu problématiques, ils le mettent dans la marge. Vous avez des petites notes, ce qu'on appelle la massor. Vous avez une petite note dans la marge qui vous dit, oui, alors en fait, ça c'est écrit, ça nous embête, parce que ça correspond pas du tout à ce que nous on lit. Voilà ce que nous on lit. Ça, c'est dans les cas, disons, les plus, voilà, les plus importants ou les plus problématiques. Dans les cas les plus courants, typiquement, là, pour cette finale-là, ils prennent pas la peine de vous le dire. Et tant pis pour vous, débrouillez-vous sous ça. Si l'iode vous pose problème, bah, tant pis pour vous. Alors, il y a des kérékétives très célèbres, hein. Par exemple, le tétragramme, vous savez que les massorètes le prononcent Adonai, et donc du coup, effectivement, on va trouver que le cheval, le cholem, le kamet, donc et tout ça, c'est pas grave, on va vocaliser comme si on avait Adonai sous les yeux, et pas le tétragramme. Donc ça, ça, ils prennent pas le temps de nous le dire, parce qu'ils disent débrouillez-vous, vous avez l'habitude. Donc voilà. Donc ça, c'est intéressant. Je reviens à mon petit tableau. Vous voyez, quand on fait, c'est ça l'avantage de faire de l'hébreu dans une perspective historique et d'étudier des inscriptions anciennes. Quand on se retrouve avec, donc, comme je vous disais,
Bet David écrit avec ou sans iode, etc., ou ce genre de choses, ou les finales Yahoo, Netanyahou avec le He écrit ou pas, ça nous montre que ces phénomènes de dire tiens, le He, on le fait tomber, ou alors on le prononce, ou alors la diphtongue, on la contracte pas, ça nous permet de voir, d'après les textes, à quelle époque est-ce que ces phénomènes sont attestés. L'orthographe doit nous permettre de dire, tiens, le He, il est pas écrit, donc ça prouve bien qu'il n'est pas prononcé. Le Yod, il n'est pas écrit, donc il n'est pas prononcé. Ouais, donc ça, on peut constater comme ça en épigraphie, même si, à défaut de pouvoir voyager dans le temps et de savoir exactement la prononciation réelle, effective, on a quand même des idées sur des mécanismes en disant, voilà, à quel moment tel était le phénomène. Après, tout en étant prudent, en disant, ça ne veut pas dire que c'est universel. On constate parfois à la même époque justement des conventions orthographiques différentes qui nous indiquent que bah oui, les gens ne prononçaient pas tous de la même manière au même endroit. Ça va pour vous? C'est clair? Bon, très bien. Donc on en était à l'œil, hein, Be'einecha, donc Aïn, Ein, on a donc oui, l'œil. Qui est donc contracté. Et là, l'absence de iode dans l'orthographe nous fait dire que oui, effectivement, il y a bien eu contraction complète de la diphtongue, à tel point qu'on dit N. B-N, et ensuite Ra. Alors, l'autre question qui se pose, c'est, là, c'est dans l'œil de toi, hein, le Ra à la fin pose pas de problème, sauf que si on revient à notre exemple de Genèse 18.3, là, Be'einecha, là, justement, il y a le iode du masculin pluriel, c'est à tes yeux, pas dans ton œil, mais dans tes yeux. Et c'était la même chose ici, si vous regardez Be'eine Adonai, ici, c'est pas En Adonai, c'est pas dans l'œil du Seigneur, mais c'est dans les yeux du Seigneur. Et si vous regardez toutes les occurrences de cette expression, quand on dit trouver grâce aux yeux de quelqu'un, c'est toujours du pluriel. Parce qu'il a deux yeux, et donc voilà. Donc on trouve grâce dans ses deux yeux, pas que dans un seul, parce que s'il est à ton œil, mais lequel? De droite ou de gauche? Bon, voilà. Donc là, comme ça, pas de jaloux, on trouve grâce dans les deux yeux de la personne. Donc là, ici aussi, on va en déduire que c'est non pas dans ton œil, mais dans tes yeux, Be'enecha, et donc, on va aussi vocaliser. Donc, normalement, c'est pareil. Là, on retrouve cette distinction. Normalement, c'est la diphtongue aïe. Hein, je vous disais, le pluriel construit, c'est aïe, avec contraction en et, euh, qui normalement se contracte tséréiode. Comme là, je vous remontre le Einé Adonai. Vous voyez, la contraction se fait en tséréiode. Mais dans le cas où il est suivi d'un pronom suffixe qui se termine en A, comme le Ra ici, en fait, le tséré va se décaler en ségol. Be-einecha, be-enecha. Alors, à vrai dire, dans la prononciation, on prononce tout pareil. Hein. Alors, quand on prononce à l'israélienne, on va dire, be-enecha, on a l'impression qu'on a trois fois le son E. Be-enecha, si enecha. C'est même le contraire. On a l'impression de faire un E ouvert et un E fermé, alors que là, c'est le contraire. C'est un E, un E. Be-enecha, je sais pas, bref. Donc, en tout cas, il faut le savoir qu'il y a ce déplacement de timbre. On passe d'un serré à un ségol. Be'enecha. Et là encore, l'absence de iode nous prouve qu'il y a eu une contraction de la diphtongue. À l'époque, moi, je ne sais pas comment ils prononçaient, hein, je veux dire, Terré, Ségol, est-ce qu'il y a d'ailleurs il y avait ces et différents, enfin, là encore, je n'ai aucune idée de la prononciation réelle de ce mot. Et si aujourd'hui je pouvais me téléporter à l'époque et me retrouver face à la personne qui a écrit cet ostracon et que j'essayais de lui parler, certainement il éclaterait de rire en disant mais qui est ce type? On comprend rien à ce qu'il dit. Voilà. Donc, j'ai aucune prétention de savoir prononcer l'hébreu comme on le faisait il y a 2600 ans, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y avait contraction de la diphtongue. Et que donc une diphtongue I, ça se contracte en E, évidemment. Mais est-ce que c'est E ou ce qu'on veut? Enfin, ouais, on va pas discuter. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on applique la vocalisation massorétique, donc on va mettre un ségol. C'est là que vous montrez que vous êtes très fort. Voilà. Là, vous avez un chefa, un serré, un ségol. C'est voilà, c'est les trois à la suite, ou les quatre à la suite. Là, vous avez gagné le jeu. Bravo. Vous repartez avec un voyage à Strasbourg pour le marché de Noël pour deux personnes. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions? Be'enecha, c'est dans tes yeux, hein, à tes yeux. Matzachen be'enecha. Il a trouvé grâce à tes yeux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai essayé de tout expliquer, là, normalement. Oui. Ah, comment j'ai décidé, il a trouvé? J'ai pas vraiment décidé. Enfin, disons, c'est François qui proposait tout à l'heure de le lire comme un accompli. Et si c'est un accompli, ça ne peut être que la troisième masculin singulier, puisqu'à l'accompli, vous avez des post-formantes, sinon, hein. Si c'est j'ai trouvé, c'est matsati, matsata, matsat, etc. Donc normalement, vous auriez une post-formante qui serait visible. Hein, matsanou, nous avons trouvé, etc., etc. Metsatem, vous avez trouvé. Voilà. Donc si c'est de l'accompli, ça ne peut être que de la troisième masculin singulier. Il a trouvé grâce à tes yeux. Alors il, je ne sais pas qui c'est, hein, parce que voilà, c'est va falloir discuter. Mais effectivement, ça peut être autre chose. Ça peut être et maintenant, il faut trouver grâce à tes yeux. Donc, et là, on pourrait imaginer une sorte d'infinitif absolu utilisé comme un impératif. Donc, on dirait matzo, quelque chose comme ça. Matzo chen beinecha. Donc, il faut trouver grâce à tes yeux, etc. Euh, ou et maintenant, en trouvant grâce à tes yeux, hein, motse chen. Voilà, il se trouve qu'on est on est en train là, de trouver grâce à tes yeux. Bon, voilà. Donc c'est le contexte encore qui va nous aider à, 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 à trouver une solution. Alors, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que quand quelqu'un écrit à quelqu'un d'autre, il peut écrire de la part de son maître, hein. Moi, j'écris d'eux et un tel, par exemple, on dit un tel écrit à un tel, et on parle de lui à la troisième personne, par exemple, hein. Il a, mais en fait, voilà, on parle de soi parce que c'est le scribe qui écrit à la place Mm. d'eux. Donc ça peut être une explication possible, ou bien on peut parler Mm. d'une autre personne qui aurait trouvé grâce. Voilà. Mm. Donc ça, il y a plusieurs possibilités, on va dire, pour essayer d'expliquer pourquoi ce serait la troisième personne. Mais c'est la suite du texte aussi qui va nous expliquer aussi si s'il a déjà trouvé grâce, ou s'il faut au contraire qu'il trouve grâce parce que c'est pas encore le cas. Donc là, la Est-ce que, temporalité, elle, ouais. pour l'instant, à ce stade, elle nous échappe un peu. Alors François va dire quelque chose. Oui, non, parce que j'ai une hypothèse qui a fait que j'ai choisi Matza, c'est parce qu'après on passe à autre chose. On passe avec un autre verbe Donc François nous dit qu'après on qui, passe à un autre verbe. Et donc, ça lui voilà. fait Donc dire la que, comme question, on passe à c'est autre celle chose, oui. du sujet, que ce soit un participe ou un verbe. Et là, ben, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup cherché, et j'ai trouvé dans l'Aquiche 4, que vous connaissez par cœur, Alors, François j'ai est allé voir la lettre j'ai de le la quiche bouquin, numéro 4. ouais, j'ai le bouquin de Lemaire là-dessus. Et effectivement, on trouve, et en particulier dans l'Aquiche 4, euh, Ken Asa Avdera, Katafti, ainsi a fait ton serviteur. J'ai écrit, on passe de la troisième personne à la première. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut trouver ailleurs. J'ai trouvé d'autres références, mais celle-ci m'a paru la plus claire, d'un glissement soudain d'une troisième personne. Parce que sinon, on ne voyait pas qui c'était ce, ce, ce personnage qui a trouvé grâce. Voilà. C'est un Donc, peu curieux. François nous renvoie à un autre ostracon qui est connu, qui vient de la quiche, hein. Vous connaissez le site de la quiche au C'est la sud-ouest de ligne Jérusalem. 3. Et Ligne donc, 3. et c'est la même époque, hein, les ostracas de la quiche, ils datent de la même époque que ceux sur lesquels on est en train de travailler. Et d'ailleurs, les deux villes se mentionnent. Et je pense même que certains ont été écrits par le même scribe. Mais ça, il faudrait genre, je ferai ça quand j'aurai le temps de regarder. Et donc voilà. Et les deux villes sont très proches, hein. Lachish et la ville qui nous intéresse sont très très proches. On en a parlé justement à l'académie. Je peux vous montrer vite fait ce qu'on a dit. J'avais même fait un petit PowerPoint. Où est-ce qu'on va trouver ça? Faut que je retourne en arrière. Où est-ce que je vais trouver ça? Si j'avais préparé une carte quand même. Ça, c'est une vue satellite, c'est pas terrible. La carte, peut-être? Qu'est-ce que ça donne quoi cette carte? Oui, allez, hop là. Voilà. Donc en fait, c'est une carte que j'ai préparée avec tous les noms de lieux qui sont mentionnés dans ces 450 Ostraka qu'on est en train de publier. Donc cette carte, elle va être publiée l'an prochain, Inch'Allah. Donc vous avez Jérusalem ici, hein, pour vous repérer, et Gaza ici de l'autre côté. Voilà, donc là vous avez la mer Morte, la mer Méditerranée, et donc on est au sud de Jérusalem. Vous avez Hébron, euh,
et vous avez la quiche qui est ici. Bon. Et donc, les ostracas qu'on a trouvés, qu'on étudie, viennent probablement de Makeda. Je dis probablement parce que malheureusement, le site a été pillé et ça s'est retrouvé sur le marché des antiquités, donc ça c'est toujours dramatique. Voilà, on les a pas trouvés in situ. Et là, vous avez tous les noms de lieux qui sont mentionnés justement dans ces lettres. On dit voilà, il faut envoyer à tel endroit, ça vient de tel endroit. Donc on a fait la liste de tous les toponymes mentionnés. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça représente un nuage autour de Makeda. Donc ça a confirmé notre hypothèse que les ostrakas venaient de Makeda, puisque justement, tous les noms de lieux, enfin la majorité des noms de lieux viennent de là. Et donc vous voyez qu'ici, entre Lachish et Makeda, vous êtes à vol d'oiseau, on est à 10 kilomètres à vol d'oiseau, hein. Voilà. Donc, donc effectivement, François a raison d'aller voir du côté de Lachish qu'est-ce qu'on a, puisque à 10 kilomètres à vol d'oiseau, on a trouvé des ostracas qui datent de la même époque, et on s'échange des lettres entre Lachish et Makeda, puisqu'il y a certainement des garnisons militaires. Ça se dit des garnisons militaires? Oui. Voilà. Et donc, à la même époque, les gens correspondent. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, ça, je vous parlerai si vous voulez qu'on fasse de la géographie une fois. Bon, on fera ça une autre fois. Bon, voilà. Donc, effectivement, c'est intéressant d'aller voir. Et il y a effectivement beaucoup de parallèles. Lachish, d'ailleurs, est un des sites les plus mentionnés euh, dans nos ostracas. Et donc, effectivement, si on va voir l'ostracon de Lachish numéro 4, on va retrouver pareil, des formules de salutation. Et puis ensuite, vous avez le Veata. Et maintenant, effectivement, on dit Kechol Asher Shalach Adoni, donc selon tout ce que a envoyé mon Seigneur, Ken, à ça, ainsi a fait ton serviteur. Donc il dit ton serviteur a fait ainsi. Ton serviteur, c'est qui? Bah, c'est moi. J'écris, moi je suis ton serviteur. J'écris à mon Seigneur, oh mon Seigneur, ton serviteur a fait ceci. Donc je parle de moi à la troisième personne. On dit moi, ton serviteur, j'ai fait ceci, mais on dit ton serviteur a fait ceci. Donc là, on a le verbe à la troisième personne du singulier, et puis ensuite on dit katafti, j'ai écrit. J'ai écrit Al-Hadelet sur la. Alors effectivement, Delet, normalement c'est le battant de porte, mais et donc c'est traduit comme ça ici, upon the door, mais en fait, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Je pense que Delet désigne aussi une colonne d'un texte, en fait. Voilà. Donc si vous écrivez sur un parchemin ou un papyrus, Delet, ce sera plutôt, on va dire, la colonne. Parce que dans le contexte d'écrire sur la porte, le gars, il a tagué la porte, voilà. Donc, non, c'est pas ça dont il s'agit. Enfin, bref, bon, je ne vais pas vous discuter de l'interprétation de ce texte, mais en tout cas, et là, on passe à la première personne cataphysique, j'ai écrit. Donc, effectivement, le fait de parler de soi à la troisième personne, ça existe, y compris dans la Bible hébraïque, hein. Ton serviteur fait ceci, ton serviteur se prosterne, ton serviteur t'implore, etc. Soit parce que c'est moi qui parle directement, et je parle de moi, je me mets en position, je parle. Ou bien j'ai un scribe qui écrit ton serviteur a fait ceci, etc. Mais on peut après, effectivement, basculer à la première personne. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est pas dramatique, effectivement, et François l'a remarqué aussi, d'avoir un verbe à la troisième personne. Il a trouvé grâce à tes yeux, effectivement. Et ensuite, on peut basculer à la première personne. Je suis pas sûr que dans notre commentaire, on en avait discuté. Euh, Si, on le dit. Je suis en train de lire le commentaire, on va publier un bouquin. Donc j'en profite pour, si ça vous dérange pas, réviser mon édition, hein. Et effectivement, je dis, bien qu'indiqué à la troisième personne du singulier, la phrase, enfin l'expression, pardon, matzachen, se réfère à l'expéditeur qui est plus loin désigné à la première personne. Le changement de la troisième à la première personne est fréquent dans les ostracas. On a mis une petite note dans notre édition. Donc voilà, donc ce sera en anglais, mais voilà, quand ce sera publié l'an prochain, bah, de toute façon, ça vous intéressera pas parce que vous direz, bah, on connaît déjà, on a déjà étudié tout ça. Le monde entier va être bouche bée et vous vous direz, non, non, mais on sait déjà tout ça. Mais c'est normal, c'est un cours d'hébreu avancé. Donc, vous êtes là pour ça. Donc, pour l'instant, on va le garder effectivement à la troisième personne du singulier, en sachant, en gardant en tête qu'effectivement, dans les ostracas, dans les formules de salutation et d'explication, on peut passer de la troisième à la première personne. C'est pas dramatique. Donc,
Quand on dit il a trouvé, c'est voilà, ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux. Moi, Shelem Yahu, hein, ton bien-aimé, Shelem Yahu, envoie, il s'écrit à toi, Azrikam. Et voilà, ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux. Moi, ton serviteur, j'ai trouvé grâce, mais il écrit, il parle de lui à la troisième personne du singulier. C'est l'interprétation la plus plausible. D'accord? C'est bon? On continue? Attendez, oui, c'est 7h30, hein, c'est ça, on finit. On a encore un quart d'heure. Bon, très bien. Ensuite, ça se complique un peu. Est-ce que quelqu'un veut lire ou a tenté de lire le mot qui suit? Ici, on est toujours à la ligne 4 et on est ici. Je vais faire un peu de tri là. Voilà, le mot ici, ce mot ici, là, ici. Alors, est-ce que quelqu'un s'est senti inspiré pour étudier ce mot? C'est un peu compliqué, hein. Non, personne, personne ici. Est-ce qu'à distance? Bah, moi, je veux Oui. bien essayer. Ah, très bien. Vahasalata. Vahasalata. Alors, je vais le noter à l'écran. Allez, je vais le mettre sur une nouvelle page ici. Déjà, on va recopier les consonnes. Ouais. Alors, je vérifie que j'ai bien noté. Oui, très bien. Alors, ensuite, comment vous le vocalisez? Peut-être déjà comment vous Alors, l'analysez, déjà, avant de discuter de la vocalisation. pardon? Avant de discuter de la vocalisation, peut-être comment vous l'avez compris. Parce qu'après, le détail des voyelles, ça va refléter notre compréhension. Comment vous le décomposez? Je dirais, je dirais quelque chose du style et as-tu pesé ou Et as-tu pesé? Donc, euh, pesé ou ouais, quelque chose comme d'accord. ça. Donc, Donc, et as-tu pesé? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Déjà, le et, je suppose que c'est le verbe devant. oui, donc mais je mettrais un patin Un et patard. oui, Bon. et le het, un hatef pata, donc c'est Ou le ha interrogatif, Khatef patar. Ha interrogatif. Ah oui, d'accord. D'accord. un kametz en dessous du samek, Un kametz en dessous du samer, oui. un pata en dessous du lamed. Patar en dessous du lamed. Alors, un dagèche dans le tav Dagesh dans le table. euh, et un kametz en dessous. Et un kametz en dessous. Bon, alors avant de discuter de la vocalisation, déjà, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous avez compris. J'ai entendu, vous m'avez dit, et as-tu pesé? C'est ça? C'est ce que vous avez dit? As-tu pesé ou comparé, Ou enfin, comparer, etc. Donc, donc mais ce que je veux dire, c'est que si on décompose, le VAV, pour vous, c'est une conjonction de coordination. C'est ça? bah, oui, c'est ce que j'ai Très pensé. bien. Ensuite, le he, c'est un he interrogatif, si j'ai bien compris. C'est ça? Oui, oui, Ensuite, vous oui, avez oui. un verbe. Ce verbe, c'est lequel? La racine, c'est quoi? Sala, Tala. oui, Donc, Samer Lamed Aleph. être, D'accord? oui, Ça, c'est votre verbe. Et le ta à la oui. fin Ah, c'est la deuxième personne correspond à la deuxième masculin personne singulier masculin singulier. D'accord. au catal. Au catal, oui, c'est ça. Quel catal? Oui, Alors, bon, en tout cas, elle accomplit. Elle accomplit une oui, c'est post-formanta ça, oui. de l'accompli. Très bien. Mais donc déjà, ça c'est déjà ça c'est une première chose à faire, hein. C'est aussi pour aider ceux qui débutent. Vous voyez, quand on a plein de lettres comme ça, on se dit, oh là là, on est hébreu, on n'a pas des mots avec plein de lettres. Donc forcément, on a agrégé plusieurs choses. Donc effectivement, le vav devant, c'est un classique. Effectivement, commencer par vav, conjonction vav, il n'y a pas de problème. Ensuite, pourquoi pas un verbe? Alors effectivement, la racine Samer Lamed Aleph existe, elle est attestée dans la Bible. Pas beaucoup, malheureusement, c'est un apax, hein, si mes souvenirs sont bons. Hop, hop, hop. Vous voyez, si je tape ça, je trouve effectivement Lamentation, et Lamentation de Jérémie, chapitre 4, verset 2. Bnei Sion, donc les fils de Sion, Haye Karim, qui sont chers, précieux, hein, Yakar, Ha Mesulaim. Là, vous vous Hmm. retrouvez comme ça avec la racine Samer Lamed Aleph, Salah, euh, avec une finale im, qui est donc masculin pluriel. Donc on comprend qu'on en a fait un substantif ou un adjectif, hein, im c'est du pluriel.
Et du coup, le même devant est typique dans les conjugaisons d'une préformante de participe. D'accord? Le participe, alors pas au cal, hein, le participe cal, c'est cotel, cotelette, etc., cotil, cotelotte, mais sinon, vous avez régulièrement une préformante même. Si vous regardez de nouveau vos paradigmes verbaux, hein, si vous les avez pas en tête, euh, vous verrez que régulièrement, si vous regardez la ligne des participes, vous avez régulièrement le même qui est ici, voilà, mécatel, mécoutal, mitcatel, mactil, moctal ou mouctal, etc. Donc, la préformante même, elle vous dit, ah oui, c'est un participe. Ça pourrait être, d'ailleurs, on peut carrément faire des substantifs avec une préformante même, hein. Par exemple, de catav, le verbe écrit, vous faites myrtav, qui est la lettre du verbe gadal, être grand, vous faites migdal, qui est la tour. Migdal Eiffel, la tour Eiffel. Bon. Donc, le même devant, de verbe koum, vous faites makom, le lieu. Donc ça, on sait qu'en hébreu, on peut très facilement, en préfixant une préformante même, vous pouvez convertir une racine en un substantif. Et donc, ce substantif, ça peut être un participe ou ça peut être un nom, etc. Et après, les participes peuvent être substantivés, comme vous êtes des étudiants. Étudiant, c'est un participe, mais ça devient un nom. Moi, je suis enseignant, voilà, c'est un participe qui devient. Voilà. Donc, en tout cas, le même devant, on le reconnaît bien. Sauf que là, effectivement, on a mesula, hein, mekutal, donc ça vous fait penser à une forme passive du piel. Vous voyez, vous avez ici mekutal. Vous voyez, mekutal, c'est participe poil, hein. Et donc, on en déduit qu'on en a fait effectivement un participe poual, mekutal, mesulla et mesullaim, qui sont plusieurs. Et donc, reste à savoir ce que signifie le verbe sala, qui dans votre dictionnaire va être traduit souvent par payer ou peser. Si vous regardez dans votre dictionnaire, par exemple, le Keller Baumgartner va vous dire que le verbe sala existe en arabe, salah, en sud-arabique, salah, payer. Et effectivement, on vous dit que c'était, on vous dit dans la Bible, participe poil, Lamentation 4.2, etc. Donc payer avec de l'or fin. Parce qu'effectivement, on a ici Bapaz, Era, etc. Bon. Et on continue après, voilà. Et donc, on vous dit voir Siracide, d'autres choses, mais c'est tout. Donc, effectivement, il y a des dérivés, effectivement, Soula, Salou, etc., etc. Oui, puis, Silou, voilà. pardon. Alors, Oui, oui, je vous écoute. oui. Il y a aussi, on nous dit que c'est en alternance avec Salah et un He à la fin, que ça peut fonctionner Alors, Salah en avec un Ré à alternance. la fin. Alors, Ouais, qui aurait effectivement, à peu près le même sens et qui serait un peu mieux attesté, semble-t-il. il y a une autre possibilité, c'est d'aller voir Salah avec un Ré à la fin, qui est non pas un Ré consonantique, hein, comme si vous vous souvenez, on en a déjà parlé, mais en fait, qui est une troisième faible. Et les troisièmes faibles, en fait, en général, c'est primitivement un iode ou un vave, mais qui est tombé. Encore contraction de la diphtongue, etc., etc. Donc les iodes et les vaves tombent facilement. Et donc le Ré est une mère de lecture. Et donc effectivement, le Oui. problème, c'est que C'est le deuxième, hein. le C'est le Aleph, deuxième, hein, c'est pas le qui premier. est donc un comment dire, le Aleph qui est une consonne, mais qui en fin de mot a tendance à tomber également. Donc on peut se retrouver évidemment à dire Salah. Je dis Salah avec un A à la fin. Est-ce que c'est Salah avec un Aleph qui normalement est censé être occlusive, ferme la gorge, etc. Mais voilà. Ou bien est-ce que c'était une troisième faible avec un Yod, quelque chose comme ça, ou un Vav, et qui serait tombé et du coup, qui se prononce dans les deux cas pareil. Et donc, effectivement, il peut y avoir des confusions. Donc, c'est assez fréquent dans la Bible. Les verbes à troisième aleph sont rares, à vrai dire, hein. On en a vu un tout à l'heure, matzah, yatsa, et quelques-uns, mais c'est quand même assez rare. Alors que les verbes à troisième faible, hein, troisième yod vav, alors là, il y en a à l'appel. Et donc, effectivement, on peut comprendre que dans les rares cas où des verbes sont une troisième faible avec un aleph, enfin un troisième aleph, que souvent vous allez les trouver orthographiés comme si c'était un verbe troisième yod ou vav, hein, troisième faible. Les verbes troisième aleph sont souvent confondus et écrits comme si c'était des verbes. C'est des fautes d'orthographe ou des fautes pas d'orthographe, mais des fautes pas classiques, des confusions comme nous, quand on est gamin, on fait des confusions parce que voilà, à partir du moment où ça se prononce pareil. Tout à l'heure, je parlais de la prairie ou de la plaine, plaine A-I-N-E ou plaine E-I-N-E, hein, la plaine est pleine.
Euh, voilà, on fait des fautes quand on ne connaît pas la différence entre ces deux mots et que l'étymologie est différente. Bon, on fait des fautes. Et donc, dans l'Antiquité aussi, c'est le cas. Et donc, effectivement, dans la Bible, vous aurez souvent des confusions entre des verbes à troisième aleph et des verbes à troisième faible. Bon, cela dit, là, dans ce cas-là, on nous dit regardez, c'est être payé. Bon, voilà, donc finalement, ça nous renvoie au même sens, avec un autre sens possible ici. Donc, si on s'intéresse pour le coup à une troisième écrit avec une troisième faible, là, on aurait le sens de dédaigner, de jeter. Voilà, de considérer comme voilà worthless, c'est-à-dire sans valeur, donc voilà, de mépriser, mépriser, jeter, rejeter. Donc ça peut être des débats sur le sens exact de la racine. C'est là un petit peu la difficulté dans notre verset, c'est de savoir exactement quel sens on va donner à ce verbe. En tout cas, pour ce qui est de la conjugaison, ici on a un poual, et ici avec la variante dans Job, on a aussi du poual, hein, parce que je vois qu'on a te soulé, donc c'est aussi une forme euh, au poual. En tout cas, c'est pas du cal. Donc maintenant, si on en revient ici à la forme qui nous intéresse, nous, va se poser la question de dire, bon, très bien, admettons que j'ai un verbe samer lamed aleph, ce qui semble effectivement probable, parce que le samer n'est pas une préformante, le aleph c'est pas non plus, enfin, bref, donc manifestement on a une racine samer lamed aleph ici. C'est difficile de décomposer autrement le mot. Là où on va se poser, et puis ensuite le ta à la fin, là effectivement, on va se poser la question de savoir si c'est un substantif, ça pourrait être un état construit d'une forme féminine, hein, vous savez, comme voilà, le a à la fin devient at. Donc ça, on pourrait effectivement se poser la question. Mais si c'est effectivement une forme conjuguée, alors là c'est une postformante deuxième du singulier. Est-ce qu'on peut, oui, Et pardon, Et on pourra oui, je discuter si voulais, c'est du féminin ou du singulier, du féminin ou du oui, masculin, et reste la question du hé devant. Oui, pardon, oui, je vous écoute. juste, il me semble que si c'est effectivement, tu as pesé, la vocalisation du lamed, c'est kametz, puisqu'il y a un aleph derrière, et il n'y a pas de dagesh dans le tav. Alors, j'en suis pas encore là. Vous avez fait la remarque, il n'y a pas de dagesh Oui, dans ah le d'accord, tav et un pardon. dagesh dans le lamed, etc. Pour l'instant, je n'ai pas encore vocalisé, puisque j'essaie de savoir déjà à quelle conjugaison j'ai affaire. Euh, Ensuite, donc, reste à savoir effectivement quelle conjugaison on a et quel sens donner euh, à ce hé, est-ce que c'est un hé interrogatif? Alors oui, on peut supposer que ce soit un hé interrogatif, mais on a vu tout à l'heure que le verbe n'existe pas au cal. En tout cas, il est très peu attesté. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'attestations. Si on avait beaucoup d'attestations, il y a des verbes, il y en a des tas d'attestations et on n'a pas au cal. Je sais pas, le verbe diber, il a parlé. On vous dit c'est du piel, hein, dibarti, dibarta, etc. Vous n'avez pas d'avarti, davarta. Donc, donc quand vous avez, si vous rencontrez dans un ostracone ici le verbe parler, tout de suite vous allez chercher le piel. Et il est très bien attesté, donc ça on le sait. Pour ce verbe-là, on est un peu coincé parce que on l'a pas. Mais le fait qu'on l'a au poil dans les quelques occurrences qu'on a et qu'on l'a pas au cal, fait que on peut être embêté de se dire mais est-ce que vraiment c'est du cal ici? Si on part sur une conjugaison dérivée, on va aussi se poser la question de ce hé ici devant, parce qu'il y a aussi des conjugaisons qui ont une préformante hé. Alors pas le poil, effectivement, mais si vous regardez votre paradigme, vous allez avoir le groupe du hitpael, iphilophal, et en particulier, qui vont avoir une préformante hé. Alors le hitpael, il y a un tav aussi qu'on n'a pas ici, donc sûr, on va l'écarter, mais vous avez aussi le iphil et le ophal. Hiktalti, hiktalta, etc. Donc on pourrait avoir une forme de iphil, vous voyez, un peu comme hiktalta, en disant, tiens, ça pourrait peut-être être du iphil. Ça, c'est la question qu'on va trancher à la prochaine séance, puisque je vois que c'est l'heure. Donc, on va se quitter. Donc, le suspense reste entier. Donc, je vous invite à réfléchir à ça et à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui vous paraît faire le plus sens également, et de vous renseigner aussi sur ce hé interrogatif. Est-ce que on peut d'un point de vue syntaxique, est-ce qu'il est possible? Et au niveau du sens, est-ce que ça fait sens dans le contexte d'avoir un hé interrogatif? Voilà, voilà. Donc, on se retrouve demain, je crois, c'est ça, j'ai pas vérifié. Ou après-demain? Après-demain, c'est ça, voilà. On se retrouve après-demain pour la suite du cours. Travaillez bien, amusez-vous bien, et on se retrouve très bientôt.